Moby Dick fait partie des livres que beaucoup de gens connaissent, mais que très peu de gens ont lus. Et le livre a une sorte de double réputation. La première, c'est d'être dur à lire. Et la deuxième, c'est d'être une histoire d'obsession. La fameuse obsession du capitaine Ahab qui s'est fait manger une jambe par la grosse baleine blanche Moby Dick, puis qui décide qu'il va se venger. Bon. Puis je l'ai lu, Moby Dick, il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé que cette réputation-là n'était pas du tout représentative de ce qui, en vérité, est un livre très, très étonnant à beaucoup de points de vue et que même s'il y a des longueurs pour un lecteur contemporain, que j'ai trouvé prodigieux, en fait, que j'ai trouvé phénoménal. Un livre qui mérite plus qu'amplement sa réputation d'œuvre légendaire dans le panthéon occidental. Alors aujourd'hui, on va en parler dans les grandes lignes, évidemment. D'habitude, je parle plutôt de science-fiction, mais j'ai choisi d'en parler de Moby Dick, pour différentes raisons. OK. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un roman de Herman Melville. Je ne vais pas vérifier l'année, mais bon, genre 19e siècle, je pense que c'est... je crois comprendre que Melville, il a fait la pêche à la baleine. C'est une aventure où est-ce que, quand on fait ça, en tout cas, dans le temps, on s'embarquait pour des voyages de 3 ans, hein, où essentiellement, on touchait jamais la terre pendant cette période-là. C'était toute une aventure. Puis, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises, en lisant le livre, que Melville s'est dit si je mets pas ça par écrit, les gens croiront jamais que c'est arrivé. J'ai eu fortement cette impression-là. Donc, c'est ça. L'histoire, j'en ai déjà parlé rapidement, quoi qu'on va peut-être y revenir tantôt, mais pourquoi c'est bon avant tout? Ben, c'est bon parce que c'est drôle, c'est intelligent et c'est bien écrit. Ça, c'est la première affaire. Puis la raison, c'est ça, l'affaire qui m'a le plus surpris en commençant, c'est à quel point c'est drôle, en fait. Mais voilà, j'ai divisé ma critique aujourd'hui en 4 parties. La première, c'est un livre inclassable. La deuxième, c'est les scènes mémorables. La troisième, c'est les personnages. Puis la quatrième, c'est une allégorie, mais de quoi? Puis, commençons par le livre inclassable. Ben justement, on se rend compte assez rapidement dans le livre qu'on n'est pas en présence d'un livre réaliste. Puis c'est paradoxal parce que le livre est à beaucoup d'égards une encyclopédie de la pêche à la baleine. C'est truffé de détails, là, vraiment plus que minutieux, là. C'est sur comment les cordes sont empilées, puis comment est-ce qu'ils remplissent les cales, puis je veux dire, tout y passe, là, OK? Le livre commence avec 20 pages de citations de baleines. Je pense qu'il a mis toutes celles qu'il a trouvées, essentiellement. Puis, dans la mesure où, quand on entend les gens dire que le livre est un peu dur à lire, je pense que c'est surtout à ce niveau-là, en vérité. C'est au niveau encyclopédie. Parce que pour un lecteur contemporain, ça peut devenir plate, honnêtement. Il faut le savoir, là, OK, que ces chapitres-là, moi je le savais à l'avance, j'ai trouvé ça plate, mais le sachant à l'avance, j'ai trouvé ça quand même... Bon, j'étais prévenu, là, mais sur un livre de quoi, peut-être 600 pages, là, c'est peut-être le quart du livre. C'est au moins ça, je pense, des descriptions encyclopédiques. Bon, mais en même temps, ces chapitres-là... Bon, premièrement, ils jouent une fonction narrative dont l'auteur parle, dont le narrateur parle. Dans la mesure où, pour bien comprendre ce qui va se passer dans cette pêche, dans cette chasse-là à Moby Dick, là, que le capitaine Ahab va poursuivre tout autour de la Terre, là,
Ben pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre la pêche à la baleine, comment les bateaux sont construits, comment tout ça fonctionne. Bon. Fait que ça a une fonction. Ça a aussi une fonction en termes d'objets d'art. C'est un commentaire que j'ai vu quelqu'un d'autre faire sur l'Internet, que j'ai trouvé intelligent, qui est un des premiers chapitres qu'on a quand ils partent. Là, ben, ça prend quand même un bon bout avant qu'ils quittent le port, là, mais un des premiers chapitres, c'est ça, le narrateur raconte comment ils remplissent le bateau de tout ce qu'ils vont avoir besoin pendant leur voyage de 3 ans, parce qu'encore une fois, il y a d'excellentes chances que ils accostent pas pantoute pendant cette période-là. Ils vont voir personne à part les bateaux qu'ils vont croiser périodiquement, puis eux-mêmes. Donc, c'est ça. Ils ont de la bouffe pour 3 ans, ils ont de la boisson pour 3 ans, tout ce que vous voulez. Puis, c'est ça, quelqu'un faisait remarquer sur Internet que ben, c'est ça que Melville, l'auteur, fait, en fait. Il a rempli ce bouquin-là pour qu'il soit autonome. Tu as toutes les informations sur la pêche à la baleine que tu pourrais vouloir, là, puis même plus que ce que tu pourrais vouloir. Mais c'est ça. Je soupçonne quand même que pour nous, là, qui avons la télévision, puis Internet, puis qu'on a accès à tout dès qu'on le veut, en termes d'informations, certainement de type encyclopédique, ben, ça titille moins notre imagination, ce genre de détails-là. Puis... ça me fait penser un peu à Jules Verne aussi, dans la mesure où j'ai un peu l'impression qu'on est moins friand d'œuvres comme celle de Jules Verne aujourd'hui, parce qu'il met en scène des aventures sur des bateaux, puis tout ça, puis des choses qui étaient beaucoup plus pittoresques, et puis pour lesquelles on avait beaucoup moins de descriptions, mettons, au 19e siècle. Là, on n'avait pas accès à... C'est ça, c'était des choses dont on n'avait qu'une vision. On entendait parler, mais on ne savait pas c'était quoi. Ça excitait notre imagination. Ça fait que quelqu'un arrivait et il disait, voici là, tous les détails rocambolesques là, de ce genre d'aventure. Ben, c'était intéressant. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu blasé. C'est ça, ça nous excite moins, ces affaires-là. Mais je pense que pour un lecteur, peu importe. Le fait est que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce côté-là encyclopédique. Même si, encore une fois, ces chapitres-là souvent se terminent par des métaphores ou des commentaires philosophiques et poétiques qui sont souvent vraiment intéressants, là, vraiment fins et bien observés, puis encore une fois très bien écrits. Mais c'est ça, le reste du bouquin, ben c'est ça, on a tout le côté allégorique sur lequel on va revenir un peu plus tard, là, qui est très prononcé. Mais c'est quasiment surréaliste, en fait. Quand je dis allégorique, c'est pas exactement ça en même temps. Parce que, par exemple, il y a une scène très célèbre au début où il y a un sermon. Ils vont dans une... notre narrateur va dans une église, puis toute l'église est décorée avec des os de baleine, puis ce genre d'affaires-là. Puis le prêcheur est un ancien baleinier lui-même, puis il parle évidemment de Jonah et la baleine dans la Bible, puis il fait tout un sermon sur c'est ça, il fait un sermon qui est entièrement le point de vue d'un baleinier, en vérité. Il parle comme un pêcheur de baleines, puis tout ça. Il y a une version filmique où est-ce que c'est Orson Welles qui fait ce monologue-là. Vous irez le regarder si ça vous tente. Ben, c'est pas réaliste, là, ça. Puis le pire, c'est que ça se peut que ça allait exister pour vrai, cette affaire-là. Je serais pas entièrement surpris que Melville ait vu ça dans la vraie vie, mais même à ça, c'est pratiquement de la fantasy, là. C'est quasiment un rêve. C'est pas purement un roman. C'est pas naturaliste. Là. Comparé avec, mettons, Émile Zola, là, Germinal, là, il n'y a pas il n'y a pas ça. Okay? Je sais pas ça serait quoi l'équivalent avec les mines de charbon de Germinal, là, mais voilà. Puis c'est ça, ce ton-là d'allégorie est vraiment présent pas mal. Puis
D'autant plus que, c'est ça, dès le début, on sent que ce voyage-là va mal virer. Le narrateur nous le dit, en part dès le début, il nous le dit. Mais il n'arrête pas d'avoir des signes, c'en est pratiquement comique. Là, tu sais, que des oiseaux tomberaient de mort sur le bateau. Là, je ne me rappelle pas si c'en est un, mais c'est ce genre d'affaire-là. Là. C'est une succession presque ininterrompue de signes patents et invraisemblables que non, vous faites fausse route, là, arrêtez cette affaire-là, là, c'est une mauvaise idée. Tu sais. Puis, ça, encore une fois, on y reviendra. Mais c'est pour dire que, voilà. Mais d'autres éléments pour dire que c'est une œuvre inclassable, ben, il y a du théâtre là-dedans, du théâtre genre shakespearien, là, carrément. Il y a des scènes qui sont écrites comme des pièces de théâtre. Puis le ton de tout ça est très, très, très shakespearien. Là. Au niveau de la sensibilité, il y a un côté très Shakespeare. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là. Donc, voilà, mais c'est pour dire que tu es en train de lire tu lis Moby Dick, puis on est t'arrive, là, t'as un chapitre, puis là, il vient de te décrire, je sais pas trop quoi, des hameçons. Puis là, tu tournes une page, puis là, dialogue, scène, nuit, devant la porte de tel truc. Puis là, les gens... Puis leur dialogue, c'est du dialogue qui sonne exactement comme dans Shakespeare. Là, ça sonne, par exemple, comme le discours dans Macbeth. À un moment donné, il y a un château, puis là, ça cogne à la porte, puis je pense que c'est le roi qui débarque, le roi dans Macbeth qui va se faire assassiner, puis là, il y a un gars qui va ouvrir la porte, puis là, il fait un monologue, là, humoristique, essentiellement, là, knock, knock, knock. Puis, il y a une version filmique de tout ça aussi, avec Ian McKellen qui fait un prodigieux Macbeth, là. Il est hallucinant. Je pense que c'est Judi Dench qui fait Lady Macbeth. Puis le gars qui fait... le gars qui va ouvrir la porte, là, je pense que c'est Ian McDermott, là, qui faisait l'empereur Palpatine. Ça, si vous cherchez sur YouTube, il y en a des scènes, certainement, dont celle dont je suis en train de vous parler. Là. Si vous n'avez pas vu ça, faites-vous un cadeau, là, que vous allez apprécier toute votre vie, puis allez regarder le Macbeth avec Ian McKellen. Mais tout ça pour dire que le dialogue fait penser à ça. Okay? Puis, il faut rajouter que, puis on est toujours dans le point livre inclassable, là, quand je vais passer au suivant dans un instant, que tous les pêcheurs de baleines, ils viennent de Nantucket, aux États-Unis. Puis, apparemment, c'est une ville de Quakers, où ça l'était à l'époque, et tout le monde... Donc, c'est ça, les capitaines puis les propriétaires des bateaux qu'on voit au début, c'est des Quakers. Ils sont hyper religieux, ils parlent de Dieu tout le temps. Puis non seulement ils parlent de Dieu, mais ils parlent avec le thou. Okay, ça aussi, c'est shakespearien, mais c'est un niveau de langue qu'on n'a pas en français. On n'a pas l'équivalent, okay, qui est l'expression... C'est une forme archaïque, là, thou, une forme archaïque de you, là, la deuxième personne, mais qui est généralement employée quand tu parles de la version divine de la personne devant toi, ou quand tu fais un sermon religieux, tu vas utiliser ça. C'est le langage biblique, en fait. Puis eux, ils parlent comme ça couramment. Puis ça contribue encore une fois à ce ton-là qui est... à la fois normal et surnaturel. Okay? Puis c'est ça, à la fois réaliste, mais poétique, allégorique. Puis toutes ces choses-là en même temps. Là. C'est ça, contribue énormément à nous faire sentir tout le long qu'on est en présence de quelque chose qui comme la baleine qui cherche, est une créature remarquable et exceptionnelle, là. Un but de pouvoir insoupçonné. Donc, c'est ça, l'autre truc que j'ai noté, c'est... on va faire les personnages vite fait, très rapidement, mais
Il y a plusieurs personnages là-dedans qui sont très intéressants, attachants, particulièrement, ou peints de manière très intéressante, là. Le narrateur en fait pas partie. Okay. Le narrateur est véritablement un personnage, mais puis il parle un petit peu, mais c'est intéressant parce qu'il est le contraire de ce que le narrateur est supposé être. Souvent, le discours, le conseil qu'on a souvent, qui est ton narrateur est supposé être plus ou moins... Si c'est un personnage, on s'attendrait à ce qu'il soit plus ou moins le héros ou qu'il ait quelque chose à faire, mais c'est pas le cas ici. Puis il fait lui-même, il mentionne ça que... c'est ça que quand il monte en haut des... quand c'est lui là, qui est chargé de surveiller pour les baleines, il surveille les baleines puis appeler les autres marins pour avertir les gens quand ils voient une baleine là, pour qu'ils l'attaquent. Là. Il dit lui-même qu'en 3 ans, j'ai jamais crié alerte à la baleine, même quand j'en ai vu. C'est pour dire que... mais c'est ça, le narrateur est un personnage, mais n'en est pas un en même temps. Puis c'est drôle parce que le livre commence avec la fameuse phrase « Call me Ishmael ». Mais c'est ça, ça laisse croire qu'il va être important, mais il y a un nom, mais il est à peu près rien, en fait. C'est intéressant, ça, mais certainement un personnage qui, lui, est extrêmement mémorable et haut en couleur, c'est le fameux Queequeg, que le narrateur rencontre au début, puis qui va devenir son ami. Puis Queequeg, c'est un géant polynésien cannibale, avec les dents, je pense, limées là, pour que ça soit plus pointu, mais il est tellement cool. Queequeg, là, est-ce qui est cool? Puis, faut vraiment le lire là, pour voir à quel point il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il fait particulièrement quelque chose de spécial. Une couple de scènes, là... Bon, il est très fort, il est très vigoureux, il a un courage à toute épreuve, mais c'est à cause de qui est-ce qu'il est, là, qu'il est autant extraordinaire. Puis, disons que... je veux pas rien dire, parce que n'importe quoi que je dirais pour ce personnage-là réduirait à quel point c'est un personnage prodigieux. Mais voilà. Il pense qu'il va mourir à un moment donné. Il pense qu'il est malade, je sais pas trop quoi, puis il se fait faire un cercueil. C'est une des scènes que j'ai en tête. Puis il se fait faire un cercueil, puis fait qu'il y a un charpentier sur le bateau, puis fait qu'il fait le cercueil, puis Queequeg, il dort dans le cercueil, puis il se prépare à mourir, puis tout ça. Puis finalement, après 3 jours, il s'en remet complètement, puis c'est ça. Il se lève de son cercueil, puis il est là. « Oh, non, à cette heure, je suis correct, la vie est belle. » Il est vraiment extrêmement vivant. C'est un modèle pour nous tous, Queequeg. Dans X-Files, à un moment donné, Scully, elle s'achète un chien, elle se ramasse avec un tout petit chien, puis elle l'appelle Queequeg. Elle demande, je pense, à Mulder, c'est quoi déjà le nom de l'ami, là, de... C'est ça. C'est Queequeg. C'est là que... Puis à cette heure que je l'ai lu, je comprends pourquoi elle a appelé son chien Queequeg. C'est le personnage avec Ahab, le capitaine, le plus mémorable. Puis Ahab, je vais y revenir à la fin parce que lui aussi, c'est un excellent personnage. Puis ce qu'on n'imagine pas, c'est ça, ce qu'on ne sait pas quand on n'a pas lu le livre, c'est qu'il y a... Parce que moi, je ne savais pas, c'est qu'il a la réputation... C'est un capitaine qui a une excellente réputation. Là. C'est pratiquement une figure héroïque. Quoique, la pêche à la baleine n'est pas héroïque, dans beaucoup de points de vue.
ça fait partie du sujet, mais lui est un excellent là, capitaine, quasiment un capitaine Kirk, là, tu sais. Puis ça fait que... puis même si il est habité par cette fameuse obsession, quoique est-ce que ça en est, il est très, 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 très lucide, en fait, puis... il y a une noblesse dans le personnage, c'est ça. Une grandeur d'âme et une sorte de côté monstrueux, peut-être, mais il est monstrueux à cause de cette affaire-là qui l'habite, là, qui est, d'une certaine manière, le sujet du livre. Mais qui, à mon avis, n'est pas vraiment de l'obsession, en fait, comme on va le voir à la fin. Bon, les autres personnages qu'on retrouve... bon, ben, il y a Starbuck qui a donné son nom au personnage de Galactica. Là. Mais bon, puis Starbuck, c'est le membre de l'équipage qui est sceptique. Là, parce que c'est ça, Ahab fait un discours où est-ce qu'il dit à tout le monde, voici une pièce d'or, il la cloue au mât, puis il dit, le premier qui trouve la baleine blanche, qui appelle à la baleine blanche, qui la voit, là, il va avoir ce doublon. Puis, voilà. Puis Starbuck, lui, quand il apprend ce plan-là, il trouve pas du tout que c'est une bonne idée, parce que Moby Dick, là, tout le monde en a entendu parler. C'est une baleine légendaire, puis apparemment inspirée d'une vraie baleine, incidemment. Et tout le monde en a peur. Okay? C'est une force de la nature. C'est littéralement, en vérité, une force de la nature. Fait que c'est ça, Starbuck qui est là. Il dit, écoute, on a signé un contrat avec les propriétaires du bateau. On est là pour se mettre riche, là. Okay? On n'est pas là pour ta vengeance personnelle. Mais Starbuck, comme les autres membres de l'équipage, tout le monde se plie, en fait, à Ahab. Puis Ahab, il sait dès le début que c'est ça qui va arriver. Il dit, là, bon... les autres n'ont pas la force de personnalité pour lui résister. Puis, juste ça, c'est une observation, puis un thème super intéressant du livre, qui est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant. Mais c'est ça, Starbuck, quand il y a un conflit, c'est souvent avec lui, là, OK? Par opposition à Stubb, qui est un autre des secondes de Ahab. En tout cas. C'est ça, qui est un personnage très cool. Bon, il y a une scène où est-ce qu'il mange un steak de baleine. C'est très cool. Puis c'est ça, il y a Pip. Pip, c'est un jeune. Il saute à l'eau. OK, Pip. Puis, parce qu'il a peur. Puis il fait ça 2 fois. Puis la première fois, il le repêche, mais la deuxième fois, il le laisse là. Il le laisse là, puis il y a des requins tout le temps. Hein. Fait qu'il passe 4-5 heures dans l'eau, puis finalement... Il se fait repêcher, parce que ça se passe pendant une pêche à la baleine. Là. Puis, fait qu'ils reviennent le chercher 4-5 heures après, mais quand ils reviennent, il a perdu la raison. Il est viré fou. Puis il arrête pas de dire, ah non, parlez, tu sais. Pip connaît pas... oui, Pip est pas heureux, mais il est plus ici. Si quelqu'un le voyait, si vous le voyez, dites-moi où est-ce qu'il est rendu, parce que moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu. C'est ça, c'est lui-même qui dit ça. T'sais, il parle de lui à la 3e personne... J'ai des idées de Syd Barrett là, qui me viennent en tête quand je pense à lui. Mais une figure tragique avec qui Ahab se lie vraiment d'affection. Là, il y a une complicité qui se développe vers la fin entre les deux qui est vraiment quelque chose. Qui en dit long, encore une fois, sur la nature réelle du personnage d'Ahab. Puis, c'est ça. Puis, pour le point personnage, ben, il y a, tu sais, le livre est structuré d'une manière où est-ce que il y a comme les sections, les chapitres plus d'aventure, il y a les chapitres encyclopédiques, puis il y a beaucoup de chapitres où le capitaine, où le bateau croise d'autres bateaux de baleiniers. T'sais. Puis d'habitude, traditionnellement, nous apprendons, ils font des fêtes dans ce temps-là. Les deux vaisseaux... passent la journée, la soirée ensemble, puis ils font le party. T'sais. Puis évidemment, Ahab, lui, il veut rien savoir de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est est-ce que vous avez vu la baleine blanche? Mais chacune de ces rencontres-là a une saveur différente.
Ça me fait penser à Joseph Conrad, le Heart of Darkness, dans le sens où il y a un côté où est-ce que plus qu'il avance dans sa pêche à la baleine, dans sa chasse, ben plus il y a une évolution dramatique dans ces rencontres-là. Où est-ce que... Encore une fois, c'est un commentaire que j'ai vu sur Internet, mais qui est très judicieux, qui est, c'est ça, au début, le bateau qui croise, tout le monde est content puis de bonne humeur, puis à la fin, le bateau qui croise sont sur le bord de mourir. Là, OK, alors, ils se sont fait attaquer par Moby Dick, puis ça n'a pas très bien été pour eux autres. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça, les rencontres sont... ils rencontrent ces autres personnages-là, ces autres capitaines-là. Puis même si on les voit moins, là, ils sont là d'habitude un chapitre en général, c'est d'autres personnages intéressants. J'ai parlé des scènes mémorables, je vais juste les lister rapidement, puis, mais j'en ai évoqué déjà une ou deux. Là. Mais quand j'ai fait mon petit plan là, avant de faire la vidéo, j'avais pas réalisé à quel point il y en avait beaucoup, en fait. Il y a des scènes là-dedans que je pense qu'ils vont, qui vont rester avec moi toute ma vie, là, probablement. Là, puis si vous le lisez, sans doute la vôtre aussi. Alors, l'hôtel, le sermon dont j'ai parlé, l'hôtel, c'est au début quand il cherche et trouve cet hôtel, puis qu'il passe la première nuit avec Queequeg, parce qu'en fait, le patron de l'hôtel... il n'y a plus de place. Alors, il dit, mais il me reste cette chambre-là et le gars qui l'occupe, il sera pas là, il va arriver juste à 8 h le matin. Ça fait que si tu te couches à 11 h le soir, t'es correct. T'sais, une genre d'amanchure où est-ce que il loue une chambre à 2 personnes en même temps. T'sais. Puis finalement, c'est ça, le narrateur, ben finalement, c'est ça, il voit cet énorme colosse-là qui rentre avec son harpon fait, je pense, à la main, là, puis il y a sa statue de sa divinité, là, qui fait des prières, puis tout ça, puis il y a des tatouages partout, puis ça, c'est Queequeg, mais il connaît pas au début. Puis là, c'est ça, Queequeg se couche dans le lit à côté de lui. Fait qu'au début, il n'est pas certain, mais à la fin, là, le matin, ils sont rendus là, copains à la vie, à la mort. Là. En tout cas, après 2-3 jours, ils deviennent inséparables. Puis ça, c'est la scène de l'hôtel. Puis c'est truffé de détails très truculents. Là. Mais c'est ça, il y a le sermon là, du pasteur dont j'ai parlé, il y a le discours d'Ahab avec le doublon. Bon, il y a les rencontres que j'ai évoquées, il y a Stubb avec son steak. Là, ça, c'est une séquence en soi. Puis il fait venir le cuisinier parce qu'il dit « Oh, ton steak n'est pas cuit comme il faut. » Puis tout ça. Puis la nature de ce steak-là est une histoire en soi quasiment, là, je veux dire, la partie de baleine que c'est, il y a toute une affaire avec ça qui est super cool, en fait, qui est... OK. Tu sais, quand t'as un bouquin où est-ce que le type de steak que le gars mange est hyper cool, là, OK, t'as un bon livre en quelque part, là, tu sais. Bon, ben, voilà, Moby Dick. D'autres scènes, c'est ça, quand ils ramassent... Bon, ils décrivent quand ils ramassent les baleines, quand ils tuent la baleine, comment est-ce qu'ils font ça, puis les requins accourent à perte de vue, là. Fait que t'as une scène, entre autres, dans le livre, où est-ce que c'est ça, les requins commencent à arriver, puis... Tout ce que tu entends essentiellement, c'est les clac-clac-clac des dents, des kilomètres à la ronde de requins qui sont tous en train de manger la carcasse de la baleine. Ben ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Je vais le mentionner ici, j'ai écrit une chanson sur Moby Dick. Je suis en train d'écrire 30 chansons en 30 jours sur mon autre chaîne, une de mes autres chaînes, ma chaîne YouTube principale où je parle de mes chansons. Puis j'ai écrit une chanson d'après Moby Dick, puis il y a 3 couplets, puis le deuxième couplet, c'est les requins. Ça fait que ça m'a vraiment marqué, ce petit bout-là. D'autres scènes encore, vite fait. Bon, il y a... il chasse une baleine blanche. Il chasse une baleine à un moment donné, qui est très, très vieille, puis... ils finissent par la voir, mais clairement, là, c'est comme...
c'est comme si elle avait 90 ans pour un être humain, là. Vénérable, un animal très noble. Puis ils finissent par tuer la baleine. Puis c'est comme... Ça te fait vraiment de quoi, là, quand il abute celle-là, là. Puis ils peuvent pas la garder, parce que des fois, ils nous expliquent ça, que des fois, les baleines calent au fond, ils flottent pas. D'habitude, elles flottent, mais des fois, pour aucune raison explicable, ils calent au fond. Elles calent au fond. Puis celle-là, c'est ça qui arrive. Fait qu'ils la laissent caler au fond. Ça fait qu'ils l'ont tué pour rien. Ça, c'est très fort, ce chapitre-là. Puis c'est beaucoup dans le non-dit. Là. Il dit pas... Il y a pas de phrase où est-ce que Melville ou Ishmael te dit « Voyez le gaspillage tragique là, de cette vie qu'on a ruinée pour rien, ou peu importe. Mais c'est ça que c'est pareil. Puis c'est d'autant plus fort que c'est pas dit, et ça nous indique encore une fois que M. Melville, il savait ce qu'il faisait. Il y a l'ambre gris, il y a toutes les affaires... C'est très... tu sais, il trouve une carcasse de baleine à un moment donné, ça pue le yob, le calice, parce qu'une baleine en décomposition, ça pue. Ça pue, c'est difficilement respirable, mais une baleine en décomposition, il y a une partie dans sa tête, je pense, il y a une affaire qui, quand elle est rendue à un certain stade de putréfaction, se liquéfie, se modifie, puis t'en as peut-être l'équivalent d'un gros bol ou quelque chose comme ça, ou un tonneau. Puis cette affaire-là, ça vaut une fortune, là. Une fortune colossale. Puis parce que, bon, ça a des vertus médicinales, je pense, d'affaires comme ça, mais c'est l'odeur la plus suavissime que vous allez sentir de votre vie. Fait que t'as une des scènes mémorables, donc, du livre, où est-ce que... je sais pas si c'est stop, je m'en rappelle pas, mais il trouve une baleine en décomposition. Il y a une histoire avec un autre bateau, vous le lirez, là, c'est super intéressant ça aussi, mais bon. Puis c'est ça, ils vont sur cette baleine-là, dans une atmosphère irrespirable, ouvre la tête, creuse la tête, puis là, il décrit cette odeur-là, là, extraordinaire de jouissance cosmique, là, qui s'élève de ce... Ouais, c'est fort. Puis, évidemment, toute la séquence finale, la bataille contre la baleine à la fin, contre Moby Dick, c'est 3 chapitres. Puis, jour 1, jour 2, jour 3. Puis, il retourne 3 fois à l'assaut, comme ça. Puis, il y a plusieurs moments mémorables là-dedans, là. Entre autres. En tout cas. C'est ça. Je ne vais pas trop le dire parce que je vous conseille de le lire, mais l'avant-dernière page, il y a un moment tellement visuellement fort, pratiquement essentiellement le genre d'affaires que vous voyez dans les films, là, okay, comme un film de jazz, n'importe quoi. Une genre de scène comme ça. Mais c'est ça, tu viens de te taper, je sais pas, 550 pages, là, j'ai dit 600 tantôt, je sais pas c'est quoi le nombre de pages, mais tu viens de te taper 500 pages d'histoire de baleine, là, tu es rendu à la page 499, il y a eu des bouts un peu longs, tu es content d'avoir, tu sais, t'approches de la fin, ils sont en train de se battre avec la baleine, puis là, c'est ça, tu as cette scène de film hyper, visuellement, là, hallucinant, là, c'est ça, le Moby Dick, là, qui retontit. Ben, t'as mis l'effort. Après avoir mis tout cet effort-là, t'es récompensé. C'est ça mon point. T'es récompensé par une des touches, là, par une scène simple, mais hallucinante. Vraiment jouissive, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que, puis j'imagine, si j'avais pris 10 minutes de plus, probablement que j'aurais trouvé d'autres scènes comme ça qui sont mémorables. C'est ça. Voilà. Puis, bon. Fait qu'on avait dit au début, c'est mon dernier point pour Moby Dick, OK, c'est une allégorie, mais de quoi? Puis généralement, ça nous est c'est ça, présenté comme étant une histoire d'obsession. Puis moi, j'ai pas l'impression... Je comprends pourquoi les gens disent ça, parce que obsession, le mot peut être employé pour décrire ce qui se passe ici. Surtout dans une conversation là, rapide de coin de table. Mais
euh, Un amour de Swann de Marcel Proust, ou en vérité À la recherche du temps perdu au complet, là, certainement La prisonnière, là, toute la partie du milieu, Sodome et Gomorrhe, là, ces livres-là. Ça, c'est l'histoire d'obsession. OK? Donc, Un amour de Swann. Un amour de Swann, c'est essentiellement La recherche du temps perdu en résumé, là, avec un autre personnage que le narrateur. Mais bon, puis c'est ça. C'est l'histoire de Monsieur Swann, qui est un monsieur très, très, très noble, brillant et distingué, un vrai bon gars, quelqu'un de très cool, avec un esprit brillant. Puis il tombe en amour avec, je pense, c'est Odette de Crécy, de mémoire. Là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Puis tombe follement en amour avec, amour obsessif, puis ça lui réussit pas très bien. Bon, puis ce qui est mis en scène là, c'est clairement une histoire d'amour obsessif. Puis si, bon, mettons que vous avez déjà connu quelqu'un, ou vous l'avez déjà été, ce quelqu'un-là, qui a vécu un amour de ce genre-là, ben vous reconnaîtrez des trucs. Puis à Ab, c'est pas ça. Puis je pense qu'il y a le côté lucide dans Ab qui fait que, bon... puis un truc qui est saisissant qui me fait dire que c'est ça... c'est pas ça qui est question, en fait. C'est bon... C'est un homme qui est en rage contre la perception de l'injustice perçue, si on veut, qu'on ressent très fortement quand on vit quelque chose de vraiment douloureux puis qu'on est pas mal certain qu'on l'a pas mérité. C'est à peu près ça, l'idée. C'est comme la fatalité, là, le genre de truc comme ça. Puis Moby Dick est douée d'une personnalité, c'est décrit comme ça, elle est beaucoup plus... elle va faire des détours pour faire du trouble. Là, okay? Quand elle est choquée, là, okay, elle va faire des ruses. Là, okay? Mais quoique c'est quand même mentionné que c'est l'impression que ça donne, mais on ne peut pas complètement en être certain. Okay? Mais c'est ça. En même temps que cette aura de méchanceté-là, Moby Dick, elle a aussi un côté très, très, très impersonnel. Puis, c'est ça, Ahab, c'est un pêcheur de baleines, c'est un capitaine qui pêche la baleine, qui est une entreprise, comme on l'a vu tout au long du livre, qui est hyper sanglante, cruelle, pas cool à beaucoup d'égards, là, puis, entre autres, l'épisode de la vieille baleine qui coule au fond, là, ça, c'est un moment clé à beaucoup de points de vue, je pense, ce chapitre-là. Parce que ça nous dit, c'est ça, bon, ces gens-là, ils peuvent bien penser que c'est injuste, mais ils courent après le trouble, en quelque part, tu sais. Puis, ça, c'est plus proche, en quelque part, de, je pense, qui est en train de se passer dans le livre. C'est pas que ça, c'est... Non seulement c'est plus nuancé que ça, mais le point, c'est justement que tu peux jamais mettre le doigt exactement sur qu'est-ce que c'est. Mais, c'est ça, Ahab... Bon, déjà en partant sur la baleine, c'est Ahab qui arrête pas de la relancer tout le temps. Puis quand j'ai dit que ça se passe en 3 chapitres, la bataille finale, il l'attaque 3 fois, il la poursuit partout, tu sais, il fait le tour de la Terre pour la retrouver, il la retrouve, l'attaque une fois, la baleine se sauve, repère la baleine, la recherche, la retrouve, l'attaque une deuxième fois, jour 2, il se fait encore massacrer. 3e jour, il se réessaie encore une fois. Ben, Chris, qu'est-ce que vous pensez qu'il y arrive? Mais ça y prend 3 fois, là, avant que la baleine, tu sais, la force de Dieu, dise, écoute, là, tu sais, puis juste avant que la baleine l'attaque, à la fin, là, tu sais, ils perdent, OK? Ils le disent au début, là, ils gagnent pas. OK. Moby Dick
C'est ça. Bon, mais juste avant de retourner pour son assaut final, là, le capitaine Ahab, là, la baleine, est en train... Elle a fini, elle repart. Fait que même le dernier jour là, de la bataille, même dans les derniers instants de la bataille, c'est Ahab qui relance la baleine puis qui dit là, c'est ça, tu sais. Fait que c'est lui qui s'ostine, c'est lui qui court après, là. Donc, puis il y a aucune méchanceté dans la baleine quand elle repart, tu sais, juste avant de se faire attaquer. Là. Fait que ce côté-là zen et paisible de cet animal-là, lui, c'est ça, c'était beau, il s'est battu avec les baleiniers 3 jours, mais voilà. C'est Ahab qui crée sa propre perte. C'est ça l'affaire. Mais, puis ça, c'est mon autre point par rapport au thème, si c'est pas de l'obsession, c'est quoi? Ben lui-même le sait pas. Puis il dit qu'il le sait pas. Mais il y a une force en dedans de lui, comme quelque chose que les héros grecs vont ressentir, là, qu'il faut que je fasse cette affaire-là, tu sais. Puis ça pose en vérité la question du libre-arbitre, en quelque part. Ça pose la question du libre-arbitre sans y répondre. Ça fait juste la poser. Puis quand je parlais justement à Pip puis à Ahab, là, qui développe une relation vraiment attachante et profonde, là, ben, c'est le genre d'affaires qui en parle de ça. Puis Starbuck, il rase de convaincre Ahab d'abandonner sa course. Là. Il essaye plusieurs fois, mais à la fin, genre le dernier chapitre ou pas loin, là, il dit, écoutez, là, on pourrait retourner chez nous, voir nos femmes. Là, Ahab, sa femme, je pense qu'il l'a vue une fois en 7 ans. Là, il y a un enfant. Là, fait qu'ils on pourrait faire autre chose que ça. Puis Ahab, il est hyper ému, là. Il est vraiment, vraiment proche d'accepter, mais il peut pas. Il peut pas. Puis la baleine arrive juste... Quelqu'un la voit juste à ce moment-là. Puis c'est ça, Ahab, il sait dans son cas que... il peut pas. Il faut qu'il obéisse, là, donc, à cette... c'est ça, cet appel à sa personnalité que lui-même ne s'explique pas. Donc, fait que fatalité, libre arbitre, justice divine, mais en même temps remise en question de cette justice-là. C'est ça. Est-ce qu'elle existe pas? Plaide les deux. C'est ça. Puis beauté, profondeur, c'est ça, portrait là, de traits de caractère ou c'est ça, de personnes profondes et mémorables. Voilà toutes les choses qu'on trouve dans ce livre prodigieux et bien d'autres choses encore. Et pour toutes ces raisons, si vous avez la patience de vous le taper, là, ça en prend. Mais moins que ça se lit, là. OK, ça se fait, là. Puis les chapitres encyclopédiques, un coup qu'on sait qu'il y en a beaucoup, puis qu'on est prévenu, il y a quand même de la satisfaction à en retirer. Mais bon, voilà. Je suis vraiment content de l'avoir lu. Puis ça m'a fait réaliser, encore une fois, à quel point il y a plein de... Se taper les chefs-d'œuvre du canon, certainement occidental, de la littérature mondiale, ça vaut la peine. Voilà, c'est super bon. Lisez-le. La vie est belle. À la prochaine.